La lumière déclinante de l'après-midi s'infiltrait à travers les persiennes mal ajustées, dessinant des raies dorées sur le carrelage usé du salon. Claire Duvallon était assise à la table de la salle à manger, un stylo rouge à la main, corrigeant pour la 3e fois les dissertations de ses élèves de terminale. Les copies s'empilaient devant elle, couvertes de ses annotations minutieuses, de ses encouragements soigneusement formulés. Dehors, le murmure régulier de l'océan Atlantique se mêlait aux cris des mouettes, créant cette symphonie maritime qui l'avait tant séduite lors de son arrivée à Sidi Mahrez 3 ans auparavant. 3 ans. 3 années qui lui semblaient tantôt une éternité, tantôt un instant fugace. Elle se souvenait encore de son émerveillement initial devant cette petite ville côtière du nord du Maroc, avec ses ruelles blanches serpentant entre les maisons basses, ses marchés colorés où les odeurs d'épices se mêlaient à celles du poisson fraîchement pêché, ses habitants au regard franc qui l'avaient accueilli avec une curiosité bienveillante. Claire avait alors 32 ans, un diplôme de littérature française en poche, et l'envie brûlante de partir, de découvrir autre chose, de s'éloigner d'une France où elle avait l'impression d'étouffer dans un quotidien trop prévisible. Le lycée Mohamed VI, où elle enseignait désormais, était un bâtiment moderne construit à la périphérie de la ville, tourné vers la mer. De sa salle de classe au 3e étage, elle pouvait apercevoir l'horizon bleu qui semblait s'étendre à l'infini, promesse silencieuse de liberté. Ses élèves, pour la plupart issus de familles modestes, montraient une soif d'apprendre qui la touchait profondément. Elle se donnait entièrement à son enseignement, préparant ses cours avec un soin méticuleux, cherchant toujours le mot juste, l'exemple parfait pour faire naître chez eux l'amour des textes, des mots, de la beauté du langage. Pourtant, malgré cette passion qui l'animait pendant ses heures de travail, Claire sentait un vide grandissant s'installer en elle dès qu'elle franchissait le seuil de sa maison. Cette maison, située à quelques kilomètres du centre-ville, sur une route escarpée dominant la côte, était censée être leur refuge, le nid qu'ils avaient construit ensemble, Marc et elle. Mais au fil des mois, elle était devenue une cage dorée, un lieu où Claire se sentait de plus en plus prisonnière d'une réalité qu'elle peinait à accepter. Marc, son mari depuis bientôt 6 ans, Marc Duvallon, entrepreneur dynamique de 38 ans, qui l'avait séduite à Paris par son énergie communicative, ses projets ambitieux, sa façon de regarder le monde comme un terrain de jeu infini. Il avait des idées pour tout, des contacts partout, une confiance en lui qui frôlait parfois l'arrogance, mais qui, à l'époque, semblait simplement traduire une force de caractère. Quand il lui avait proposé de le suivre au Maroc pour développer un projet touristique ambitieux dans cette région encore préservée, Claire avait accepté sans hésiter. C'était l'aventure qu'elle cherchait, la promesse d'une vie différente, excitante. Les premiers mois avaient été effectivement exaltants. Marc se démultipliait, rencontrait des investisseurs locaux, négociait des terrains, dessinait les plans d'un complexe hôtelier qui devait, selon lui, révolutionner le tourisme de la région. Claire, de son côté, avait trouvé son poste au lycée grâce à sa qualification et à la demande croissante d'enseignants francophones qualifiés. Ils formaient, en apparence, un couple harmonieux, chacun poursuivant ses rêves tout en partageant une vie commune dans ce pays qui les avait adoptés. Mais peu à peu, des fissures étaient apparues. Marc se montrait de plus en plus irritable, frustré par des obstacles administratifs qu'il n'avait pas anticipés, par des partenaires locaux qui ne partageaient pas toujours sa vision ou son rythme effréné. Il rentrait tard le soir, sentant parfois l'alcool, et déversait sur Claire ses jérémiades, ses accusations à peine voilées contre ces gens qui ne comprenaient rien, qui le ralentissaient, qui sabotaient son projet. Claire écoutait, tentait d'apaiser, de relativiser, mais ses mots semblaient glisser sur Marc comme l'eau sur une surface imperméable. Puis, les premiers éclats de voix étaient venus. Marc, qui n'avait jamais été spécialement patient, perdait son sang-froid pour un rien. Un dîner servi trop tard, une remarque qu'il jugeait déplacée, un conseil qu'il interprétait comme une critique. Claire avait d'abord tenté de se justifier, de comprendre, puis elle avait appris à se taire,
a adopté cette stratégie du silence qui, espérait-elle, calmerait les tempêtes. Mais le silence, loin d'apaiser Marc, semblait au contraire alimenter sa colère. Il l'accusait alors de bouder, de ne pas le soutenir, de ne pas être une vraie épouse. Claire se revoyait, quelques semaines auparavant, debout dans cette même pièce, les bras croisés sur la poitrine comme pour se protéger, écoutant Marc lui reprocher sa froideur, son manque d'enthousiasme pour ses projets. Elle avait voulu répondre, expliquer qu'elle était simplement fatiguée, que ses journées au lycée étaient épuisantes, que lui aussi semblait distant, préoccupé. Mais les mots s'étaient coincés dans sa gorge lorsqu'elle avait vu son regard, ce regard dur et froid qu'elle ne reconnaissait plus. Un bruit de moteur la tira de ses pensées. Marc rentrait. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 18h30. Il était inhabituellement tôt. Généralement, il ne revenait pas avant 20h, voire plus tard. Claire sentit une légère appréhension monter en elle, ce petit pincement au creux du ventre qu'elle connaissait désormais trop bien. Elle rassembla rapidement les copies étalées sur la table, les empila soigneusement, rangea son stylo rouge dans sa trousse. La porte d'entrée claqua avec une violence qui fit trembler les vitres. Marc apparut dans l'embrasure du salon, le visage fermé, les traits tirés. Il portait son costume gris habituel, mais la cravate était desserrée, les premiers boutons de la chemise ouverts. Ses cheveux bruns, d'ordinaire soigneusement coiffés en arrière, retombaient sur son front en mèches désordonnées. Il jeta son attaché-case sur le canapé avec un geste rageur. Claire se leva lentement, cherchant instinctivement à adopter une attitude neutre, ni trop chaleureuse pour ne pas paraître fausse, ni trop distante pour ne pas attiser sa colère. Elle esquissa un sourire prudent. « Tu rentres tôt aujourd'hui », dit-elle d'une voix qu'elle voulait légère. Marc la regarda à peine, se dirigeant directement vers le bar aménagé dans un angle du salon. Il se servit un whisky généreusement, sans glaçons, et avala la moitié du verre d'un trait. Claire l'observait, silencieuse, attendant qu'il parle, qu'il explique ce qui, manifestement, le tourmentait. « Ces imbéciles !» marmonna-t-il finalement, plus pour lui-même que pour elle. « Ces putains d'imbéciles qui ne comprennent rien !» Claire ne répondit pas. Elle connaissait suffisamment Marc pour savoir qu'il valait mieux le laisser déverser sa bile avant de tenter toute forme d'échange constructif. Il vida son verre, s'en servit un autre. « 3 mois, reprit-il, sa voix montant d'un cran. 3 mois que j'attends leur feu vert pour les travaux. 3 mois de procédures administratives absurdes, de bakchitch à distribuer à tous les petits chefs locaux qui se croient importants. Et aujourd'hui, tu sais ce qu'ils m'annoncent ?» Il se tourna brusquement vers elle, et Claire vit dans ses yeux une rage contenue qui la fit instinctivement reculer d'un pas. Il m'annonce que les autorisations sont suspendues. Suspendues, parce qu'un putain de chef tribal a émis des réserves sur l'impact environnemental du projet. Impact environnemental. Comme si ces gens-là se souciaient de l'environnement. C'est juste un prétexte pour me faire chanter, pour obtenir plus d'argent. Claire sentit la tension monter dans la pièce comme une marée invisible. Elle chercha quelque chose à dire, quelque chose qui pourrait calmer Marc sans pour autant le contredire. Peut-être que tu pourrais rencontrer ce chef tribal, essayer de comprendre ses préoccupations, suggéra-t-elle doucement. Si tu arrives à le convaincre que ton projet respecte vraiment l'environnement. Le convaincre? Marc la coupa avec un rire amer. Tu crois vraiment qu'il s'agit de conviction? Ces gens-là ne comprennent qu'une chose, le fric, et encore, quand ils ne sont pas complètement coincés dans leurs traditions archaïques et leur vision moyenâgeuse du monde. Claire ne répondit rien. Elle savait que toute tentative de raisonnement serait vaine tant que Marc serait dans cet état. Elle le regarda se resservir un 3e verre, une inquiétude sourde grandissant en elle. Ces derniers temps, Marc buvait de plus en plus, et l'alcool semblait décupler sa colère plutôt que l'apaiser. « J'ai une réunion avec lui ce soir », lâcha soudain Marc. « Ce cher Idriss Al-Khaled, le fameux chef tribal si respecté, si intègre. Il vient ici, à la maison, à 19h. » Claire sentit son cœur se serrer. Une rencontre ici, dans leur maison, alors que Marc était dans cet état. Elle ne pouvait imaginer rien de bon. « Tu veux que je prépare quelque chose à manger ?»
demanda-t-elle, cherchant un prétexte pour rester, pour être présente pendant cet entretien qui s'annonçait tendu. Non, répondit Marc sèchement. C'est une réunion de travail. Tu n'as rien à y faire. Tu te tiendras à l'écart. C'est compris? La manière dont il avait prononcé ces mots, moins comme une suggestion que comme un ordre, fit monter en Claire un mélange de colère et d'humiliation. Mais elle ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête, rassembla ses affaires et se retira dans la chambre à l'étage. Assise sur le bord du lit, elle entendait Marc faire les 100 pas au rez-de-chaussée, le tintement du verre contre la bouteille résonnant régulièrement. Elle aurait voulu être ailleurs, n'importe où, loin de cette maison qui lui pesait de plus en plus. Elle pensa à ses élèves, à leurs visages attentifs pendant ses cours, à leur enthousiasme lorsqu'elle leur lisait des passages de Baudelaire ou de Rimbaud. C'était là, dans cette salle de classe, qu'elle se sentait vraiment vivante, vraiment elle-même. Le bruit d'une voiture se garant devant la maison lui parvint. Elle consulta sa montre. 19 heures pile. Leur visiteur était ponctuel. Claire se leva, s'approcha de la fenêtre de la chambre qui donnait sur l'allée d'entrée. Elle aperçut un 4x4 noir aux vitres teintées. Un homme en descendit, grand, la silhouette imposante, drapée dans une djellaba blanche immaculée. Même de loin, même dans la pénombre naissante, il dégageait une présence indéniable, une autorité naturelle qui contrastait étrangement avec l'agitation nerveuse qu'elle devinait chez Marc. Claire entendit Marc ouvrir la porte, des salutations échangées, puis les deux hommes entrèrent dans la maison. Elle tendit l'oreille, mais les voix lui parvenaient de manière indistincte. Elle hésita. Marc lui avait ordonné de rester à l'écart, mais une partie d'elle voulait comprendre ce qui se tramait, voulait s'assurer que cette rencontre ne dégénérerait pas. Elle sortit discrètement de la chambre, descendit quelques marches de l'escalier, s'arrêtant à mi-hauteur, là où elle pouvait entendre sans être vue. Les voix étaient maintenant plus claires. « Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir chez moi », disait Marc, et Claire nota qu'il faisait un effort visible pour contrôler sa voix, pour adopter un ton professionnel. « J'espère que nous pourrons clarifier les choses et trouver un terrain d'entente. »« Monsieur Duvallon », répondit une voix grave, posée, avec un léger accent qui donnait au français une musicalité particulière. « Je suis venu parce que votre projet soulève des inquiétudes légitimes au sein de ma communauté. Des inquiétudes que je me dois de relayer et de défendre. » « Des inquiétudes, » répéta Marc, et Claire perçut immédiatement la tension dans sa voix. Ou des prétextes pour bloquer un projet qui pourrait apporter développement et prospérité à toute la région? Un silence suivit. Claire imagina le regard que le cher devait poser sur Marc en cet instant. Puis la voix grave reprit, toujours calme, mais avec une fermeté indiscutable. « Monsieur Duvallon, le développement dont vous parlez ne doit pas se faire au détriment de notre terre, de nos ressources, de notre mode de vie. Le complexe touristique que vous projetez de construire nécessiterait une consommation d'eau considérable dans une région où l'eau est déjà une ressource rare. Les études d'impact que vous avez fournies sont, pour dire les choses poliment, insuffisantes. » Insuffisante, la voix de Marc montait malgré lui. « J'ai dépensé une fortune pour ces études, fait appel aux meilleurs experts. Si elles ne vous conviennent pas, c'est parce que vous cherchez simplement une raison de... » « De quoi, exactement ?» coupa le cher, sa voix restant étonnamment calme face à l'énervement croissant de Marc. « Je n'ai aucun intérêt personnel dans cette affaire, monsieur Duvallon. Mon seul intérêt est la protection de ma communauté et de notre environnement. » Claire entendit Marc se déplacer, probablement pour se resservir à boire. Le tintement caractéristique de la bouteille contre le verre lui parvint, suivi d'un silence pendant lequel elle imagina Marc avalant une nouvelle gorgée de whisky. « Écoutez, » reprit Marc, sa voix prenant une tonalité différente, plus dure, plus menaçante. « Je ne suis pas venu au Maroc pour me faire dicter ma conduite par des traditions ancestrales qui n'ont plus leur place dans le monde moderne. Votre communauté pourrait grandement bénéficier de mon projet. Emploi, infrastructure, développement, mais si vous persistez à vous mettre en travers de mon chemin, vous le regretterez. Est-ce une menace, monsieur Duvallon ?» La question avait été posée d'une voix toujours égale, mais Claire y perçut une nuance d'acier qui la fit frissonner. «
Elle se pencha légèrement, tentant d'apercevoir la scène en contrebas sans se faire remarquer. « Ce n'est pas une menace », répliqua Marc. « C'est un constat. J'ai investi beaucoup trop dans ce projet pour laisser un chef tribal avec ses idées rétrogrades tout faire capoter. Si les voies officielles ne suffisent pas, je trouverai d'autres moyens. » Le silence qui suivit fut chargé d'une tension palpable. Claire retint son souffle, les mains crispées sur la rampe de l'escalier. Elle vit le Cher se lever, sa haute silhouette se découpant dans la lumière du salon. « Je pense que cette conversation ne mène nulle part, monsieur du Vallon, » dit-il avec dignité. « Je vous conseille de revoir votre projet en tenant compte des remarques qui vous ont été faites. Le développement ne peut se faire dans le mépris et la confrontation. » Le mépris. La voix de Marc explosa soudain. « C'est vous qui me méprisez. Vous et tous ces petits bureaucrates corrompus qui se cachent derrière de beaux principes pour mieux rançonner les investisseurs étrangers. J'en ai assez de votre hypocrisie. » Claire entendit un bruit de verre brisé. Marc avait dû jeter son verre contre un mur ou par terre. Elle se figea, le cœur battant, ne sachant si elle devait descendre ou rester cachée. La voix du Cher s'éleva de nouveau, toujours d'une égalité déconcertante. « Je vais partir maintenant. Quand vous aurez retrouvé votre calme, nous pourrons peut-être avoir une discussion constructive. » Mais Marc ne l'entendait plus de cette oreille. L'alcool, la frustration, la colère accumulée semblaient avoir fait sauter ses derniers garde-fous. Sa voix résonna dans toute la maison, déformée par la rage. « Vous ne partez pas avant que nous ayons réglé cette affaire. Vous allez m'écouter et vous allez retirer votre opposition à mon projet. » Claire sentit la panique monter en elle. Elle connaissait Marc, savait reconnaître les signes avant-coureurs de ces crises où il perdait tout contrôle. Elle descendit quelques marches supplémentaires, hésitant toujours à intervenir, mais sachant qu'elle ne pourrait rester passive si la situation dégénérait. « Monsieur du Vallon, je vous demande de vous écarter », disait le Cher d'une voix qui, pour la première fois, trahissait une légère tension. « Je n'ai aucune envie que cette soirée se termine mal. »« Se termine mal ?» ricana Marc. « Elle se terminera mal si vous ne m'écoutez pas. Vous savez combien j'ai investi, combien j'ai perdu à cause de vos caprices. Des millions qui sont bloqués par votre obstination stupide. » La voix de Marc se brisa presque sur ces derniers mots, révélant une détresse sous-jacente à la colère. Claire comprit soudain que la situation financière était probablement bien plus grave que Marc ne l'avait laissé entendre. Ces derniers mois, il avait multiplié les allées et venues, les coups de téléphone tendus, les réunions mystérieuses. Il parlait d'investisseurs à rassurer, de banques à convaincre, mais toujours de manière évasive, se fermant dès qu'elle posait trop de questions. Un bruit de lutte lui parvint. Elle dévala les dernières marches et déboucha dans le salon. La scène qui s'offrit à elle la glaça. Marc, le visage congestionné, avait saisi le Cher par le bras, tentant visiblement de l'empêcher de partir. Le Cher, beaucoup plus imposant physiquement, aurait pu facilement se dégager, mais il semblait faire preuve d'une retenue remarquable, comme s'il refusait d'en venir aux mains malgré la provocation. « Marc !» s'écria Claire. « Marc, arrête !» Les deux hommes tournèrent la tête vers elle. Marc parut surpris, comme s'il avait oublié sa présence dans la maison. Puis son visage se durcit, et il lâcha le bras du Cher pour se tourner vers elle, furieux. « Je t'avais dit de rester en haut, qu'est-ce que tu fais là ?» Claire sentit la peur l'envahir. Elle connaissait ce regard, cette façon qu'avait Marc de la fixer, comme si elle était soudain devenue l'ennemi, l'obstacle. Mais elle ne pouvait pas reculer maintenant, pas avec un témoin présent. « J'ai entendu du bruit, » balbutia-t-elle. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Marc s'approcha d'elle et elle recula instinctivement. Il s'arrêta, sembla prendre conscience de son propre geste et quelque chose passa dans ses yeux, un mélange de rage et de frustration qui la terrifia. « Tout va bien, » articula-t-il d'une voix tendue. « Retourne dans la chambre, maintenant. » Claire voulut obéir, prête à faire demi-tour. Mais la voix du Cher l'arrêta. « Madame, ne partez pas !» dit-il calmement, et il y avait dans son ton une autorité bienveillante qui la rassura étrangement. « Je pense qu'il serait préférable que vous restiez ici. » Marc se retourna vers lui, et son visage s'empourpra de nouveau. « De quoi vous mêlez-vous »
C'est ma femme, ma maison. Elle fait ce que je lui dis de faire. Le cheikh ne répondit pas immédiatement. Il regardait Claire avec une attention qui l'a mis mal à l'aise, mais pas de la manière qu'elle redoutait. C'était un regard évaluateur, certes, mais dénué de jugement, comme s'il cherchait à comprendre, à percevoir ce qui se cachait derrière l'apparente normalité de cette scène. « Monsieur du Vallon, reprit-il finalement, je pense que nous devrions tous reprendre notre calme. Cette conversation n'a plus lieu d'être ce soir. Je reviendrai quand vous serez en état de discuter rationnellement. »« En état » hurla presque Marc. « Vous insinuez que je ne suis pas en état ? Vous... » « Marc, s'il te plaît, » intervint Claire, trouvant enfin le courage de parler. « Laisse-le partir. On reparlera de tout ça demain, quand tu seras... » Elle s'interrompit, réalisant trop tard qu'elle venait de commettre une erreur. Marc se tourna vers elle et son regard était glacial. « Quand je serai quoi, Claire? Moins ivre? C'est ça que tu allais dire ?» Elle secoua la tête, cherchant désespérément à rattraper sa maladresse. « Non, je voulais dire... Même quand tu seras moins fatigué, moins stressé. Cette journée a été difficile pour toi, je le sais. » Mais Marc n'écoutait plus. Il s'approcha d'elle, et cette fois, elle ne recula pas, comme paralysée. Il leva la main, et pendant un instant terrible, Claire crut qu'il allait la frapper. Mais il se contenta de pointer son index vers elle, sa voix descendant dans un registre sifflant qui était presque plus effrayant que ses cris. « Tais-toi maintenant, Claire, tais-toi !» ou je te ferai taire. Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'une menace implicite qui fit frémir Claire jusqu'à la moelle. Elle vit Marc se rendre compte de ce qu'il venait de dire, une lueur de conscience traversant brièvement son regard enivré. Mais il était trop tard. Les mots avaient été prononcés, la menace formulée, et ils avaient été entendus. Le cheikh Idriss s'avança, sa présence soudain beaucoup plus imposante, presque menaçante malgré le calme apparent de sa démarche. Il se plaça entre Claire et Marc, créant une barrière physique de son corps. « Monsieur du Vallon, » dit-il d'une voix qui n'avait plus rien de diplomatique, « je pense que vous venez de franchir une ligne inacceptable. » Marc cligna des yeux, sembla sortir d'une transe. Il regarda le cheikh, puis Claire derrière lui, puis de nouveau le cheikh. Une partie de lui semblait réaliser l'énormité de la situation, mais son orgueil, alimenté par l'alcool, l'empêchait de faire marche arrière. « Ce qui se passe dans ma maison ne vous regarde pas, » articula-t-il, mais sa voix avait perdu de sa superbe. « C'est entre ma femme et moi. Pas quand cela se passe devant moi, » répliqua le cheikh, « et pas quand il s'agit de menaces. Madame, » ajouta-t-il, en se tournant légèrement vers Claire sans perdre Marc de vue. « Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici ce soir ?» La question était directe, dénuée d'ambiguïté. Claire resta un instant sans voix. Comment répondre à une telle question? Comment avouer à un étranger, même bienveillant, la peur qui grandissait en elle depuis des mois? Comment trahir Marc, son mari, l'homme qu'elle avait aimé, qu'elle aimait peut-être encore malgré tout? « commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Les larmes lui montèrent aux yeux, qu'elle tenta vainement de refouler. Le cheikh hocha imperceptiblement la tête, comme si son silence avait été plus éloquent que n'importe quelle parole. Il se tourna de nouveau vers Marc. « Monsieur du Vallon, je vais partir maintenant, » dit-il avec une fermeté qui n'admettait aucune réplique. « Mais sachez que je reviendrai demain pour m'assurer que votre épouse va bien. Et si j'apprends que vous l'avez touchée, que vous lui avez fait le moindre mal, vous aurez affaire à moi. Est-ce que nous nous comprenons bien ?» Marc ouvrit la bouche, la referma. Il sembla peser ses options, évaluer la menace. Le cheikh Idriss n'était pas n'importe qui dans la région. Sa famille régnait sur les terres environnantes depuis des générations, et son influence s'étendait bien au-delà de sa tribu. S'opposer frontalement à lui pouvait avoir des conséquences bien plus graves que les simples blocages administratifs dont Marc se plaignait. « Vous me menacez », marmonna finalement Marc, mais le cœur n'y était plus. « Je vous protège de vous-même », corrigea le cheikh, « et je protège votre épouse. »« Madame », ajouta-t-il en se tournant complètement vers Claire cette fois, « si vous avez besoin d'aide, de quelque nature que ce soit, voici comment me joindre. » Il sortit de la poche intérieure de sa djellaba une carte,
simple, avec juste un nom gravé en lettres élégantes et un numéro de téléphone. Il l'attendit à Claire qui la prit d'une main tremblante, évitant soigneusement de croiser le regard de Marc. « Je n'ai pas besoin de votre aide », dit-elle d'une voix à peine audible, plus par réflexe que par conviction. « Tout va bien. Marc est juste fatigué, stressé. Ça va passer. » Le cheikh la regarda un long moment, et Claire eut l'impression troublante qu'il voyait à travers ses mensonges, à travers la façade qu'elle s'efforçait de maintenir. Mais il ne dit rien, se contentant de hocher légèrement la tête. « Que Dieu vous protège !» murmura-t-il en arabe, puis il se dirigea vers la porte d'entrée. Marc ne fit rien pour le retenir cette fois. Il resta planté au milieu du salon, oscillant légèrement, son visage passant de la colère à l'abattement. Claire entendit la porte se refermer, puis le bruit du moteur du 4x4 qui s'éloignait dans la nuit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant un long moment, ni l'un ni l'autre ne bougea. Claire serrait la carte dans sa main, sentant les bords pointus du papier s'enfoncer dans sa paume. Marc regardait fixement le sol, comme s'il y cherchait une réponse à une question qu'il n'osait formuler. « Claire », dit-il finalement, et sa voix était étrangement fragile, dénuée de toute la colère qui l'habitait quelques instants plus tôt. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne voulais pas. » Il ne termina pas sa phrase, et Claire ne l'aida pas. Elle ne savait pas quoi dire, ne savait même pas ce qu'elle ressentait. Un mélange de peur, de pitié, de colère et d'épuisement l'envahissait, la laissant vider de toute énergie. « Je vais me coucher », dit-elle simplement, et sans attendre de réponse, elle monta l'escalier vers leur chambre. Une fois la porte fermée derrière elle, Claire s'adossa au battant, les jambes tremblantes. Elle entendait Marc bouger en bas, le bruit d'une chaise qu'on tire, d'un verre qu'on remplit. Elle ferma les yeux, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. La carte qu'elle tenait toujours dans sa main semblait soudain peser une tonne. Elle l'ouvrit, lut le nom gravé en lettres sobres, Cheikh Idriss Al-Khaled. En dessous, un numéro de téléphone, rien d'autre. Pas d'adresse, pas de titre ronflant, juste un nom et un moyen de le joindre. Claire glissa la carte dans le tiroir de sa table de nuit, sous une pile de mouchoirs. Elle ne savait pas pourquoi elle la gardait, pourquoi elle ne la jetait pas immédiatement. Peut-être par politesse, par respect pour le geste du cheikh, ou peut-être, au fond d'elle-même, parce qu'une petite voix lui murmurait qu'elle pourrait en avoir besoin un jour. Cette nuit-là, Claire dormit peu. Marc ne monta pas se coucher, ou alors bien plus tard, elle ne saurait dire. Elle resta éveillée dans le noir, écoutant les bruits de la maison, le ressac de l'océan au loin, ses propres pensées qui tournaient en boucle sans jamais trouver de repos. Elle repensa aux paroles de Marc, à cette menace voilée mais si claire. « Tais-toi, ou je te ferai taire ». Était-ce vraiment la première fois qu'il la menaçait ainsi? Ou y avait-il eu d'autres fois, d'autres mots qu'elle avait préféré oublier, minimiser, enfouir au fond de sa mémoire? Elle pensa aussi au cheikh, à sa présence imposante mais rassurante, à la manière dont il s'était interposé sans hésitation. Il ne la connaissait pas, n'avait aucune raison de s'impliquer dans ce qui aurait pu rester une simple dispute conjugale. Pourtant, il l'avait fait. Pourquoi? Par sens de l'honneur? Par devoir moral? Ou avait-il perçu quelque chose dans son regard, quelque chose qu'elle-même peinait à reconnaître? Le lendemain matin, Claire se leva avant l'aube. Elle n'avait pas vraiment dormi, mais rester allongée dans ce lit devenait insupportable. Elle descendit à la cuisine sur la pointe des pieds et découvrit Marc affalé sur le canapé du salon, tout habillé, une bouteille de whisky vide à ses pieds. Il ronflait bruyamment, la bouche ouverte, une main pendant mollement dans le vide. Claire le regarda un instant, ce mari qu'elle ne reconnaissait plus, et une vague de tristesse la submergea. Où était passé l'homme qu'elle avait épousé, celui qui la faisait rire, qui l'emmenait danser, qui parlait de leurs projets avec des étoiles dans les yeux? Quand exactement cette transformation s'était-elle opérée? Ou avait-elle été aveugle depuis le début, refusant de voir les signes avant-coureurs, les petites fissures qui annonçaient l'écroulement? Elle prépara du café en silence et but sa tasse debout près de la fenêtre de la cuisine, regardant le soleil se lever sur l'océan. La lumière naissante teintait le ciel de nuances roses et orangées, promesse d'une journée nouvelle.
Claire consulta sa montre. 6h30. Elle avait cours à 9h. Encore 2h30 avant de devoir partir pour le lycée, 2h30 pendant lesquelles elle devrait affronter Marc, ses excuses probables, ou pire, son silence lourd de reproches. Elle décida de partir plus tôt. Elle monta se préparer, enfilant un tailleur sobre, attachant ses cheveux blonds en un chignon strict. Dans le miroir de la salle de bain, elle examina son visage. Des cernes sombres soulignaient ses yeux bleus, mais à part cela, aucune trace visible de la nuit éprouvante qu'elle venait de passer. Elle se maquilla légèrement, juste assez pour masquer sa fatigue, et descendit récupérer ses affaires. Marc dormait toujours. Claire hésita un instant, se demandant si elle devait le réveiller, lui laisser un mot. Finalement, elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle prit son sac, ses copies à corriger, et quitta la maison sans un regard en arrière. Le trajet jusqu'au lycée lui prit une vingtaine de minutes. Elle conduisait lentement sa petite Renault Clio, savourant cette parenthèse solitaire, ce moment où elle n'était ni l'épouse de Marc, ni la professeure de ses élèves, juste elle-même, seule avec ses pensées. La route serpentait le long de la côte, offrant par intermittence des vues spectaculaires sur l'océan qui scintillait sous le soleil matinal. Claire arriva au lycée bien avant l'heure habituelle. Le parking était presque vide. Seuls quelques véhicules du personnel administratif étaient déjà là. Elle entra par la porte principale, saluant d'un signe de tête le gardien qui la connaissait bien, et monta directement à sa salle de classe, au 3e étage. La pièce était silencieuse, baignée de lumière. Claire ouvrit les fenêtres, laissant entrer l'air frais et légèrement salé du matin. Elle disposa ses affaires sur le bureau, sortit le manuel de littérature française qu'elle utilisait pour ses cours de terminale et tenta de se concentrer sur la leçon du jour. Ils étudiaient les fleurs du mal de Baudelaire et elle avait prévu de travailler sur le poème « L'Albatros ». Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Elle relut les vers plusieurs fois, cherchant l'inspiration pour sa leçon, mais son esprit revenait sans cesse aux événements de la veille. L'albatros, cet oiseau majestueux dans les airs, mais maladroit et moqué sur le pont du navire. Une métaphore du poète, de l'artiste incompris dans un monde qui ne sait pas l'apprécier. Mais n'était-ce pas aussi, d'une certaine manière, une métaphore de sa propre situation? Elle qui se sentait libre et accomplie dans sa salle de classe, mais prisonnière et diminuée dans sa propre maison, des bruits de pas et des voix dans le couloir la tirèrent de ses pensées. Les élèves commençaient à arriver. Claire se redressa, chassa de son visage toute trace de préoccupation et se prépara à jouer son rôle de professeur, ce rôle dans lequel, au moins, elle savait qui elle était. La matinée passa rapidement, rythmée par ses 3 cours de terminale. Ses élèves, comme toujours, se montrèrent attentifs et participatifs. Elle aimait particulièrement cette classe, composée d'une vingtaine de jeunes âgés de 17 à 19 ans, dont certains se destinaient à poursuivre des études de lettres. Ils discutèrent de Baudelaire, de la place du poète dans la société, de la notion de beauté dans la laideur. « Madame » demanda Yasmine, une de ses meilleures élèves, une jeune fille brillante au regard intelligent. « Vous pensez que c'est toujours vrai aujourd'hui? Que les poètes, les artistes sont incompris ?» Claire réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que Baudelaire parlait d'un sentiment d'inadéquation plus profond que la simple incompréhension artistique. Il s'agit de se sentir différent, de ne pas trouver sa place dans le monde tel qu'il est organisé. Et ça, oui, je pense que c'est un sentiment qui traverse les époques. Mais alors, comment on fait pour trouver sa place ?» insista Yasmine. La question était simple, presque naïve, mais elle toucha Claire en plein cœur. Comment trouver sa place quand on se sent étranger partout? Comment construire un équilibre quand tout semble constamment vaciller? Je pense, dit-elle lentement, cherchant ses mots, qu'il faut parfois du courage pour créer sa propre place, plutôt que d'essayer de s'insérer dans une place qui ne nous convient pas. Yasmine hocha la tête, semblant satisfaite de cette réponse. La cloche sonna, signalant la fin du cours.
Les élèves rangèrent leurs affaires dans un brouhaha joyeux, remercièrent Claire et sortirent en discutant entre eux. Claire resta seule dans sa salle, contemplant le tableau noir couvert de ses annotations, les chaises légèrement désordonnées. Du courage pour créer sa propre place. Ses propres mots résonnaient dans sa tête comme un défi qu'elle se lançait à elle-même. Avait-elle ce courage ? Était-elle capable de faire ce qu'il faudrait pour trouver enfin sa place, sa vraie place ? Son téléphone vibra dans son sac. Elle le sortit, vit un numéro inconnu s'afficher. Son cœur se serra. Marc ? Non, Marc avait son numéro enregistré. Quelqu'un d'autre ? Elle hésita puis décrocha. Allô ? Madame Duvallon ? La voix était grave, posée, immédiatement reconnaissable malgré la brièveté de leur rencontre la veille. Cheikh Al-Khaled, dit-elle, surprise. Comment avez-vous eu mon numéro ? Pardonnez-moi cette intrusion, répondit-il, et il semblait sincèrement gêné. J'ai demandé à l'administration du lycée. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je voulais simplement m'assurer que vous alliez bien. Claire ne savait que répondre. Une partie d'elle était touchée par cette attention, cette sollicitude venant d'un quasi-étranger. Une autre partie était mal à l'aise, consciente que cette intrusion, même bienveillante, franchissait certaines limites. « Je vais bien, » dit-elle finalement. « Merci de votre préoccupation, mais ce n'était pas nécessaire. » Un silence suivit, puis le cheikh reprit. « Madame Duvallon, pardonnez ma franchise, mais je ne vous crois pas. Ce que j'ai vu hier soir n'était pas normal. Et en tant qu'homme d'honneur, je ne peux pas simplement faire comme si de rien n'était. » Il ne s'est rien passé, dit Claire un peu trop rapidement. Marc était juste fatigué, il avait trop bu. C'est tout. Ce matin, il était calme. Tout va bien. C'était un mensonge, bien sûr. Elle n'avait aucune idée de l'état d'esprit de Marc ce matin, puisqu'elle était partie avant son réveil. Mais elle ne pouvait pas dire la vérité, ne pouvait pas avouer ses peurs à cet homme qu'elle connaissait à peine. « Je vois, » dit le cheikh, et son ton suggérait qu'il voyait effectivement bien plus qu'elle ne le souhaitait. « Écoutez, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, je voulais simplement vous dire que mon offre d'aide tient toujours. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. »« C'est très gentil de votre part, » répondit Claire, cherchant à clore poliment la conversation. « Mais vraiment, tout va bien. Je vous remercie. Très bien. Dans ce cas, je ne vous dérange pas plus longtemps. Prenez soin de vous, Madame Duvallon. » Il raccrocha avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit. Claire resta un moment immobile, le téléphone à la main, troublée par cet échange. Il y avait quelque chose dans la voix du cheikh, une certitude tranquille, une autorité naturelle qui la déstabilisait. Il semblait voir à travers ses mensonges, à travers les façades qu'elle s'efforçait de maintenir. Elle secoua la tête, chassa ses pensées. Elle avait d'autres cours à préparer, des copies à corriger. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire par des préoccupations personnelles. Le reste de la journée s'écoula dans une routine rassurante. Claire donna ses cours, déjeuna seule à la cantine du lycée, échangea quelques mots avec ses collègues sur des sujets anodins. Personne ne semblait remarquer son trouble intérieur, et c'était très bien ainsi. Elle ne voulait pas de pitié, ne voulait pas de questions. À 17 heures, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Marc. Elle hésita longuement avant de décrocher, son doigt suspendu au-dessus de l'écran tactile. Finalement, elle prit l'appel. Claire, la voix de Marc était étrangement douce, presque suppliante. « Tu es encore au lycée ? » ?»« Oui, j'allais partir. Ne rentre pas tout de suite. J'ai besoin de te parler. Retrouve-moi au Café Atlantique, tu veux bien ? Dans une demi-heure ? Le Café Atlantique était un petit établissement en bord de mer, à mi-chemin entre le lycée et leur maison. Claire y allait parfois pour boire un thé à la menthe en regardant le coucher du soleil. C'était un lieu neutre, public, sûr. « D'accord, dit-elle, j'y serai. » Elle raccrocha et resta un moment assise dans sa voiture, garée sur le parking du lycée, regardant l'heure tourner sur le tableau de bord. Une demi-heure. 30 minutes avant d'affronter Marc, d'entendre ce qu'il avait à lui dire. Des excuses, probablement, ou des reproches. Ou pire, une manipulation subtile pour lui faire croire que tout était de sa faute. À 17h30 précise,
Claire poussa la porte du café Atlantique. L'endroit était à moitié vide. Quelques touristes attardés, des habitués sirotant leur café en discutant. Marc était déjà là, installé à une table près de la baie vitrée donnant sur la mer. Il avait l'air fatigué, mal rasé, les yeux rougis. Il se leva à son arrivée, attendit qu'elle s'asseye avant de reprendre place lui-même. « Merci d'être venu », dit-il, et sa voix tremblait légèrement. « Je ne savais pas si tu viendrais. » Claire ne répondit rien. Elle commanda un thé à la menthe au serveur qui passait, puis se tourna vers Marc, attendant qu'il parle. « Claire, Il s'interrompit, passa une main nerveuse dans ses cheveux. Je ne sais même pas par où commencer. Ce qui s'est passé hier soir, c'était inexcusable, je le sais. Oui, dit Claire simplement. C'était inexcusable. Marc sembla surpris par la dureté de son ton. Il baissa les yeux, fixa la table. Je ne voulais pas te faire peur. Je ne voulais pas dire ces choses. L'alcool, le stress, ce projet qui part en vrille, tout ça m'a fait perdre les pédales. Mais ce n'est pas une excuse, je le sais. Non, dit Claire, ce n'est pas une excuse. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Le serveur apporta le thé de Claire, qu'elle remercia d'un signe de tête. Elle enroula ses mains autour de la tasse brûlante, laissant la chaleur se diffuser dans ses paumes. « Marc, dit-elle finalement, levant les yeux vers lui. Ce n'est pas la première fois que tu perds ton sang-froid, ce n'est pas la première fois que tu me parles sur ce ton. Mais hier, c'était différent. Tu m'as menacé, devant un témoin. » Marc tressaillit au mot « témoin », comme si c'était ce détail qui le dérangeait le plus que la menace elle-même. « Ce type n'avait rien à faire là, » marmonna-t-il. « Il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. »« Il t'a empêché de faire quelque chose que tu aurais regretté, » répliqua Claire d'une voix ferme. « Tu devrais le remercier, pas le blâmer. » Dutesse, Marc releva brusquement la tête, une lueur de colère passant dans ses yeux, mais il se ressaisit presque immédiatement, comme s'il réalisait que la colère était précisément ce qui l'avait mis dans cette situation. « Tu as raison, » dit-il après un moment. « Tu as raison. Je suis désolé, Claire, vraiment désolé. Je vais faire des efforts, je te le promets. Je vais arrêter de boire, je vais gérer mon stress autrement, je vais... » « Marc, » l'interrompit Claire, « combien de fois tu m'as fait ces promesses ? Combien de fois tu m'as dit que ça allait changer ?» Il la regarda et elle vit dans ses yeux une détresse sincère, un désespoir qui aurait pu la toucher si elle n'avait pas été si épuisée, si usée par des mois de tension répétée. « Cette fois, c'est différent, » insista-t-il. « Cette fois, j'ai compris. J'ai vraiment compris que je risque de te perdre. Et je ne peux pas vivre sans toi, Claire. Tu es tout ce que j'ai. » Ces mots, qui auraient dû la réconforter, l'inquiétèrent au contraire. « Tu es tout ce que j'ai. » Ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était une déclaration de dépendance. Et la dépendance, elle le savait, pouvait être bien plus dangereuse que l'indifférence. « Marc, je pense qu'on a besoin de prendre du recul, » dit-elle lentement, pesant chaque mot. « De faire une pause, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. » La panique envahit immédiatement le visage de Marc. « Une pause ? Tu veux dire te séparer ? Non, Claire, non. S'il te plaît, ne dis pas ça. On peut arranger les choses, on peut aller voir quelqu'un, un thérapeute, n'importe quoi, mais ne me quitte pas. » Claire sentit les regards des autres clients du café se tourner vers eux. Marc avait élevé la voix, attirant l'attention. Elle lui fit signe de se calmer, mal à l'aise, sous les regards curieux. « Je ne parle pas de séparation définitive, » dit-elle doucement. « Juste de prendre un peu de distance pour réfléchir. Peut-être que je pourrais dormir quelques nuits ailleurs, chez une collègue, ou... » coupa Marc, sa voix redevenant dure. « Chez qui ? Tu n'as pas d'amis proches ici, Claire. Tu passes tout ton temps au lycée ou à la maison. Alors, où irais-tu exactement ?» Il avait raison, et cette vérité lui fit mal. En 3 ans au Maroc, elle n'avait pas construit de véritable réseau social en dehors de son travail. Ses relations avec ses collègues restaient cordiales, mais superficielles. Elle n'avait personne vers qui se tourner, personne à qui confier ses tourments. « Je trouverai, » dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Claire, écoute-moi. » Marc tendit la main par-dessus la table, cherchant à saisir la sienne, mais elle la retira instinctivement. «
Il parut blessé par ce geste, mais continua. « Je sais que j'ai merdé, je le sais, mais donne-moi une chance de me racheter, une vraie chance. Rentre à la maison ce soir, je te jure que tout sera différent. » Claire le regarda longuement, ce mari qu'elle avait aimé, qu'elle aimait peut-être encore malgré tout. Il semblait si vulnérable en cet instant, si perdu. Une partie d'elle voulait le croire, voulait croire que les choses pourraient vraiment changer. Mais une autre partie, plus sage, plus méfiante, lui soufflait que rien ne changerait, que ce cycle de violence et d'excuses se répéterait encore et encore. « D'accord », dit-elle finalement, et elle vit le soulagement envahir le visage de Marc. « Mais à une condition. » « Laquelle ? Tu vas voir un médecin, pour ton problème d'alcool, et peut-être pour ta gestion de la colère. Si tu refuses, alors je pars. » Marc sembla peser l'ultimatum. Elle vit les pensées défiler sur son visage, les calculs, les résistances. Finalement, il hocha la tête. « D'accord, je verrai quelqu'un. Je te le promets. » Ils quittèrent le café peu après, chacun dans sa voiture. Sur le trajet du retour, Claire sentit un poids immense peser sur sa poitrine. Avait-elle pris la bonne décision ? Ou venait-elle de faire une erreur qui lui coûterait cher ? Les jours suivants s'écoulèrent dans une paix trompeuse. Marc se montrait attentionné, prévenant, évitant soigneusement de boire en sa présence. Il parlait de prendre rendez-vous avec un médecin, évoquait vaguement un thérapeute qu'on lui avait recommandé. Claire voulait le croire, mais au fond d'elle, un doute persistant la rongeait. Le jeudi suivant, alors qu'elle sortait du lycée en fin de journée, elle aperçut un 4x4 noir, garé non loin de sa voiture. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Avant même qu'elle ne s'en approche, la portière s'ouvrit et le cher Idriss en descendit. Il portait ce jour-là une djellaba gris perle qui accentuait sa haute stature. Il attendit qu'elle arrive à sa hauteur avant de parler, respectueux de son espace. « T'es Madame du Vallon ?» dit-il en guise de salutation. Pardonnez-moi de vous aborder ainsi, mais je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis notre dernière conversation téléphonique, et je voulais m'assurer personnellement que vous alliez bien. » Claire jeta un coup d'œil autour d'elle, consciente qu'il pouvait être observé. Le parking du lycée n'était jamais complètement désert à cette heure. « Cheikh Al-Khaled, c'est très gentil de votre part, mais vraiment, je vais bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. » Il la regarda avec cette intensité troublante qu'elle lui avait déjà remarquée, comme s'il cherchait à lire la vérité au-delà des mots. « Votre mari a-t-il changé son comportement depuis notre rencontre ?» demanda-t-il directement. La franchise de la question déstabilisa Claire. Elle ne savait comment répondre sans trahir Marc, sans exposer leur vie privée à cet étranger. « Il fait des efforts », dit-elle prudemment. « Il a promis de consulter un médecin. A-t-il tenu cette promesse ?» Claire baissa les yeux, ne voulant pas mentir, mais ne voulant pas non plus avouer que Marc, malgré ses assurances répétées, n'avait toujours pas pris de rendez-vous. « Pas encore, mais... » Madame du Vallon, l'interrompit doucement Idriss, « je sais que ce n'est pas ma place de m'immiscer dans votre vie privée. Mais en tant que membre respecté de cette communauté, j'ai une responsabilité envers tous ceux qui vivent sur ces terres, y compris vous. Si vous êtes en danger, je ne peux pas rester les bras croisés. »« Je ne suis pas en danger, » protesta Claire, mais sa voix manquait de conviction. « En êtes-vous certaine ?» Le silence qui suivit fut lourd de sens. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, ces larmes qu'elle retenait depuis des jours, des semaines, peut-être des mois. Elle détourna le regard, luttant pour reprendre le contrôle de ses émotions. « Je ne sais pas », avoua-t-elle finalement dans un murmure. « Je ne sais plus. » Idriss resta silencieux un moment, respectant son trouble. Puis il reprit, sa voix grave, empreinte d'une douceur inattendue. « J'aimerais vous proposer quelque chose, si vous acceptez, bien sûr. J'organise demain soir un dîner traditionnel chez moi, avec ma famille et quelques membres de la communauté. Votre présence et celle de votre mari seraient un honneur. » Claire le regarda surprise. Une invitation à dîner. Pourquoi ? Dans quel but ? Comme s'il lisait ses pensées, Idriss poursuivit. « Je pense que votre mari et moi sommes partis sur de mauvaises bases. Peut-être qu'un contexte plus détendu, plus convivial, pourrait nous permettre de repartir sur de meilleures fondations. Et puis,
ajouta-t-il avec un sourire léger, « ma mère cuisine divinement. Ce serait dommage de manquer ça. » Malgré elle, Claire sentit un sourire timide se dessiner sur ses lèvres. Il y avait quelque chose de désarmant dans cette invitation, dans la manière dont Idriss tentait de détendre l'atmosphère. « Je ne sais pas si Marc acceptera, » dit-elle. « Après ce qui s'est passé, essayez, » dit simplement Idriss. « Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il refuse. Mais qui sait, peut-être qu'une soirée loin des tensions professionnelles pourrait lui faire du bien. À vous aussi. » Claire réfléchit. Une partie d'elle voulait refuser, sentant confusément que cette invitation dépassait le simple cadre de la courtoisie. Mais une autre partie, celle qui se sentait si seule, si isolée dans sa vie actuelle, était tentée d'accepter. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je lui en parlerai. » Merveilleux. Idriss sortit une carte de sa poche, y inscrivit rapidement une adresse. « Voici où nous habitons. Disons 20 heures demain soir. » Claire prit la carte, la glissa dans son sac. « Merci, » dit-elle. « Pour tout. »« Il n'y a pas de quoi remercier, » répondit Idriss. « Prenez soin de vous, Madame Duvallon. » Il remonta dans son 4x4 et s'éloigna, la laissant seule sur le parking avec 1000 questions tournoyant dans sa tête. Ce soir-là, pendant le dîner, Claire aborda le sujet avec Marc. Comme elle s'y attendait, sa réaction fut immédiate et négative. « Tu plaisantes ?» dit-il, sa fourchette suspendue en l'air. « Aller dîner chez ce type qui s'est permis de me donner des leçons dans ma propre maison ? Jamais !» « Marc, essaie de voir les choses autrement, » plaida Claire. « C'est une main tendue, une occasion de repartir sur de meilleures bases avec quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans la région. Ton projet en dépend peut-être. » Marc la regarda, suspicieux. « Depuis quand tu te soucies de mon projet ? » « Je me suis toujours soucié de ton projet, » répliqua Claire, piquée au vif. « C'est juste que tu ne m'écoutes jamais quand j'essaie de t'en parler. » Marc reposa sa fourchette, se massa les tempes. « Je ne sais pas, Claire. Aller dans son territoire, être entouré de sa famille, de ses gens, j'ai l'impression que c'est un piège. » « Un piège ?» Claire secoua la tête. « Tu es vraiment parano. C'est juste un dîner, Marc. Une soirée. Si ça se passe mal, on ne sera pas obligé d'y retourner, mais au moins, on aura essayé. » Marc sembla peser le pour et le contre. Claire voyait les rouages tourner dans sa tête, calculant les bénéfices potentiels, les risques. « D'accord, » dit-il finalement avec réticence. « On ira, mais si ce type me cherche s'il essaie de m'humilier devant les siens, je ne resterai pas les bras croisés. »« Personne ne cherchera à t'humilier, » assura Claire, même si elle n'en était pas totalement certaine elle-même. Le lendemain soir, alors qu'ils se préparaient pour le dîner, Claire sentit la nervosité monter en elle. Elle avait choisi une tenue sobre, un pantalon beige et une chemise blanche, voulant paraître respectueuse sans être trop formelle. Marc, lui, avait opté pour un jean et une chemise à carreaux, comme pour souligner qu'il ne ferait aucun effort particulier. Le trajet jusqu'à la demeure du Cher leur prit une 40aine de minutes. L'adresse les mena hors de la ville, dans les collines qui dominaient la côte. Plus ils s'enfonçaient dans les terres, plus le paysage changeait, devenant plus aride, plus sauvage. Des troupeaux de chèvres paissaient ici et là, gardés par des bergers impassibles qui les regardaient passer. Finalement, ils arrivèrent devant une grande propriété entourée de murs blancs. Un portail en fer forgé s'ouvrit à leur approche, actionné par un gardien invisible. Ils s'engagèrent dans une allée bordée de palmiers qui menait à une vaste demeure de style marocain traditionnel, avec ses murs ocre, ses arches élégantes, ses moucharabiés finement ouvragés. « Impressionnant !» marmonna Marc malgré lui. Ils garèrent leur voiture à côté de plusieurs autres véhicules, dont le 4x4 noir d'Idriss. À peine était-il descendu qu'une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un cafetan brodé magnifique, s'avança vers eux avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, bienvenue !» dit-elle en français avec un fort accent. « Vous devez être Madame et Monsieur Duvallon. Mon fils m'a beaucoup parlé de vous. Je suis Lala Fatima, la mère d'Idriss. » Claire fut immédiatement frappée par la ressemblance entre la mère et le fils. Mêmes yeux sombres et perçants, même présence imposante malgré une stature plus petite. « Enchantée, » dit Claire en serrant la main qu'on lui tendait. « Merci infiniment de nous recevoir. »
Tout le plaisir est pour nous, répondit Lalla Fatima. Venez, venez, les autres sont déjà au salon. Elle les guida à travers un patio magnifique, orné d'une fontaine centrale, puis dans un vaste salon aux murs décorés de zéliges colorés. Une dizaine de personnes étaient déjà présentes, certaines assises sur des divans bas richement ornés, d'autres debout en petits groupes, conversant. Idriss se leva immédiatement en les voyant entrer. Il portait une djellaba blanche immaculée et un sourire accueillant. « Madame Duvallon, Monsieur Duvallon, je suis ravi que vous ayez pu venir. » Il s'approcha, serra d'abord la main de Claire avec respect, puis celle de Marc, qui la lui tendit avec une raideur visible. « Cheikh Al-Khaled, dit Marc d'un ton neutre. « S'il vous plaît, appelez-moi Idriss, dit ce dernier chaleureusement. Laissez-moi vous présenter à ma famille. » Il les guida à travers la pièce, faisant les présentations. Il y avait là son frère cadet, Youssef, avocat à Rabat, sa sœur Amina et son mari, plusieurs cousins ainsi que quelques amis proches de la famille. Tous accueillirent les Duvallon avec une courtoisie formelle mais chaleureuse. Claire se sentait à la fois honorée et mal à l'aise d'être ainsi introduite dans ce cercle familial. Elle observait Marc du coin de l'œil, notant sa posture défensive, sa manière de répondre aux questions par monosyllabes, son refus évident de se détendre. Le dîner fut servi dans une salle à manger attenante, autour d'une longue table basse entourée de coussins. On leur expliqua qu'ils mangeraient à la marocaine, assis par terre, partageant les plats disposés au centre. Claire, qui avait déjà expérimenté ce type de repas lors de ses premières années au Maroc, s'installa avec aisance. Marc, moins habitué, parut moins à l'aise, mais fit un effort visible pour s'adapter. La nourriture était effectivement divine. Lalla Fatima avait préparé un festin, pastilla au poulet croustillante et sucré-salé, tagine d'agneau aux pruneaux fondants, couscous aux 7 légumes parfumés, briouates au fromage et au miel. Les conversations s'entrecroisaient en arabe et en français, créant une atmosphère vivante et chaleureuse. Idriss, assis en face de Claire, veillait discrètement à ce qu'elle ne manque de rien, remplissant son verre d'eau, lui expliquant les différents plats, s'assurant qu'elle se sentait à l'aise. Claire appréciait cette attention, tout en restant consciente du regard de Marc qui ne perdait aucun de ses gestes. « Alors, Madame Duvallon, demanda Amina, la sœur d'Idriss, vous enseignez au lycée Mohamed Si, c'est bien ça? Oui, répondit Claire avec un sourire. La littérature française en terminale. Ce doit être passionnant, dit Amina. J'ai toujours adoré la littérature. Vous enseignez quels auteurs? Et Claire se lança dans une discussion animée sur Baudelaire, Rimbaud, Flaubert. Elle s'aperçut avec surprise qu'Amina connaissait très bien la littérature française, ayant fait ses études à Paris. Elles échangèrent leurs auteurs préférés, leurs analyses, riant aux mêmes références. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentait vraiment à sa place, engagée dans une conversation qui la nourrissait intellectuellement. Elle avait presque oublié Marc, oublié les tensions, oublié tout ce qui pesait habituellement sur ses épaules. De son côté, Marc avait été pris en charge par Youssef, le frère d'Idriss, qui tentait de l'engager dans une discussion sur le développement économique de la région. Claire entendait par bribes leur conversation, notait que Marc se détendait légèrement, sa méfiance initiale s'atténuant au fil des verres de thé à la menthe. Après le repas, alors que les femmes se retiraient dans un salon adjacent pour le thé et les pâtisseries et que les hommes s'installaient dans le patio pour fumer et discuter affaires, Lalla Fatima prit Claire à part. « Ma chère enfant », dit-elle avec douceur, et il y avait dans son regard une sagesse ancestrale qui mit Claire mal à l'aise. « Pardonnez la franchise d'une vieille femme, mais je vois dans vos yeux une tristesse que vous essayez de cacher. » Claire sentit son cœur se serrer. Comment cette femme qu'elle venait à peine de rencontrer pouvait-elle voir ce qu'elle s'efforçait de dissimuler au monde entier? « Je vais bien », dit-elle, répétant ce mensonge qu'elle connaissait par cœur maintenant. Lalla Fatima lui prit doucement la main, la tapota avec affection. « Mon fils m'a raconté ce qu'il a vu et entendu l'autre soir. Je sais que ce n'est pas ma place de m'en mêler, mais dans notre culture, une femme en détresse est l'affaire de toute la communauté. Vous n'êtes pas seule, ma fille.
Vous avez des amis ici, que vous le sachiez ou non. Les larmes que Claire retenait depuis le début de la soirée menacèrent de déborder. Elle cligna rapidement des yeux, luttant pour maintenir sa composure. « Merci », murmura-t-elle. « C'est très gentil, mais vraiment, les choses vont mieux maintenant. » Marc fait des efforts. Lalla Fatima ne dit rien, se contentant de hocher la tête avec une expression qui suggérait qu'elle n'était pas dupe. Mais elle n'insista pas, respectant le besoin de Claire de maintenir cette façade. La soirée se poursuivit dans une atmosphère plus détendue. Marc, après plusieurs verres de thé et une longue conversation avec Youssef et quelques autres hommes, semblait avoir mis de côté son hostilité initiale envers Idriss. Quand ils se retrouvèrent tous au salon pour les adieux, il serra même la main du cher avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Merci pour cette soirée », dit-il, et il semblait sincère. « Votre famille est très accueillante. Vous serez toujours les bienvenus ici, » répondit Idriss. « Et j'espère que nous pourrons bientôt reprendre nos discussions sur votre projet dans un esprit plus constructif. » Marc hocha la tête, ne s'engageant pas mais ne refusant pas non plus. Sur le chemin du retour, dans le silence de la voiture qui traversait la nuit, Claire attendait que Marc parle, qu'il commente la soirée. Mais il resta muet, les yeux fixés sur la route, les mains crispées sur le volant. « C'était une belle soirée », dit finalement Claire, brisant le silence. « fut la seule réponse de Marc. Sa famille est vraiment chaleureuse, et la nourriture était délicieuse. Oui, Claire sentit une frustration monter en elle. Pourquoi Marc se refermait-il ainsi? La soirée s'était bien passée. Il avait même semblé apprécier certains moments. Pourquoi ce retour au silence hostile? Marc, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Visiblement, il y a quelque chose. Marc serra les dents, ses jointures blanchissant sur le volant. J'ai vu comment il te regardait, lâcha-t-il soudain. Claire cligna des yeux, désorientée. Quoi? Qui? Idriss, le cher. J'ai vu comment il te regardait pendant le dîner. Comment il s'occupait de toi, te servait, te parlait. Claire sentit une vague de colère et d'incrédulité la submerger. Marc, il était simplement poli. C'est un hôte attentionné, c'est tout. Poli? Marc ricana amèrement. Tu crois vraiment que je suis aveugle? Il s'est montré plus attentif avec toi qu'avec n'importe quel autre invité. Parce qu'il voulait s'assurer que je me sente à l'aise, protesta Claire. C'est la moindre des choses quand on reçoit quelqu'un. Ou parce qu'il a des vues sur toi. Le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Claire ne savait si elle devait rire de l'absurdité de cette accusation ou pleurer devant cette nouvelle manifestation de la jalousie maladive de Marc. « Tu es ridicule », dit-elle finalement d'une voix fatiguée. « Et tu me fatigues, Marc. Tu me fatigues, vraiment. » Ils ne s'adressèrent plus la parole jusqu'à la maison. Une fois rentré, Marc disparut dans son bureau, tandis que Claire montait se coucher, épuisée émotionnellement. Elle avait passé une si belle soirée, s'était sentie si bien pendant quelques heures, et maintenant Marc réussissait à tout gâcher avec ses accusations paranoïaques. Allongée dans le noir, Claire repensa aux mots de Lalla Fatima. « Vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis ici. » C'était réconfortant, mais aussi effrayant d'une certaine manière, car accepter cette main tendue signifierait reconnaître qu'elle avait besoin d'aide, que sa vie n'était pas aussi sous contrôle qu'elle voulait le croire. Les jours suivants, Marc se montra distant, enfermé dans un silence boudeur qui pesait sur la maison comme un nuage d'orage. Claire essayait de maintenir une routine normale, se concentrant sur son travail, ses élèves, ses corrections. Mais la tension était palpable, et elle savait qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que la situation explose de nouveau. Ce qui devait arriver arriva un mercredi soir. Claire rentrait tard du lycée, ayant passé l'après-midi à superviser un club de lecture qu'elle avait créé pour quelques élèves passionnés. Quand elle poussa la porte de la maison, elle trouva Marc dans le salon, assis dans le noir, un verre de whisky à la main. Son cœur se serra. Elle savait reconnaître les signes. Marc avait recommencé à boire, malgré toutes ses promesses. « Marc » appela-t-elle doucement. « Bon, ça va ?» Il ne répondit pas immédiatement, se contentant de lever son verre et d'avaler une longue gorgée. Dans la pénombre, Claire ne voyait pas son visage,
mais elle sentait la colère émaner de lui comme une chaleur malsaine. « Où étais-tu » demanda-t-il finalement, sa voix légèrement pâteuse. « Au lycée. Je t'avais dit ce matin que j'avais le club de lecture cet après-midi. »« Le club de lecture » répéta Marc avec un ricanement amer. « Bien sûr, le club de lecture. » Claire alluma la lumière, clignant des yeux dans la soudaine clarté. Marc avait l'air terrible. Des cernes profonds soulignaient ses yeux injectés de sang. Sa barbe de plusieurs jours lui donnait un air négligé. Sa chemise était froissée et tachée. « Marc, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, inquiète malgré sa méfiance. « Ce qui se passe ?» Il se leva brusquement, manquant de renverser son verre. « Ce qui se passe, c'est que tout part en vrille, Claire. Tout. Le projet est mort. Fini. » Claire sentit un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que les investisseurs se sont retirés. Tous. À cause de ce putain de chair et de ces objections environnementales à la con. Ils ont peur que le projet soit bloqué indéfiniment, alors ils préfèrent couper leurs pertes maintenant. » Il vida son verre d'un trait, se dirigea vers le bar pour se resservir. « Marc, arrête de boire, » dit Claire s'approchant de lui. « On peut en discuter calmement, trouver une solution, mais pas si tu continues à boire. »« Ne me dis pas ce que je dois faire !» explosa Marc, se retournant violemment vers elle. « Tu n'en as pas le droit. Tu ne comprends rien à ce que je traverse. »« Alors explique-moi, » dit Claire, s'efforçant de garder son calme. « Explique-moi ce qui se passe exactement. » Marc la regarda et elle vit dans ses yeux un mélange de rage, de désespoir et de quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. De la peur peut-être. « J'ai des dettes, Claire. Des dettes énormes. J'ai emprunté pour financer les études préliminaires, pour acheter les terrains, pour soudoyer tous ces fonctionnaires corrompus. J'ai hypothéqué notre maison à Paris. Tout. J'ai tout misé sur ce projet. Et maintenant, il est mort. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. La maison de Paris, leur seule sécurité financière, il l'avait hypothéquée sans même lui en parler. « Tu as fait quoi ?» murmura-t-elle, incrédule. « J'ai fait ce qu'il fallait faire, » dit Marc sur la défensive. « J'ai pris des risques. C'est comme ça qu'on réussit dans les affaires. Mais maintenant... » Il ne termina pas sa phrase, se laissant retomber sur le canapé, la tête entre les mains. Claire resta debout, pétrifiée, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'elle venait d'apprendre. Ils étaient ruinés, ou presque, et tout ça parce que Marc avait joué leur avenir sur un coup de dé, sans même la consulter. « Comment as-tu pu faire ça sans m'en parler ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant de colère contenue. « C'était notre maison, Marc, notre sécurité. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision seule. »« J'avais tous les droits, » rétorqua Marc, relevant la tête. « Je suis ton mari. Ce qui est à toi est à moi, et vice-versa. »« Hein ? Ce n'est pas comme ça que fonctionne un mariage, » dit Claire, les larmes lui montant aux yeux. « On est censé prendre les décisions importantes ensemble, se soutenir, se respecter. »« Me respecter ?» Marc se leva de nouveau, s'approchant d'elle d'un pas mal assuré. « Tu veux parler de respect, alors qu'est-ce que tu faisais l'autre soir à dîner chez ce type ? À rire avec sa sœur, à accepter ses attentions ? Marc, arrête, tu délires. »« Je délire ?» Sa voix montait dangereusement. « Je délire quand je vois ma propre femme faire les yeux doux à un autre homme. »« Je n'ai fait les yeux doux à personne, » cria Claire, sa patience atteignant ses limites. « J'étais juste poli, Marc. Poli et civilisé, des concepts qui semblent être devenus étrangers. » Le gifle partit si vite que Claire n'eut pas le temps de la voir venir. Sa tête partit sur le côté, sa joue explosant de douleur. Pendant un instant, le temps sembla se figer. Claire porta une main tremblante à sa joue brûlante, incrédule. Marc, lui, regardait sa propre main comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. « Claire, » commença-t-il, la voix rauque. « Mais Claire ne voulait pas entendre ses excuses. Pas cette fois. Elle recula, mettant de la distance entre eux, et dans ses yeux, Marc dut lire quelque chose qui le glaça, car il ne fit aucun geste pour la retenir. « Ne me touche plus jamais, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Plus jamais. » Elle tourna les talons et monta l'escalier en courant, fermant à clé la porte de la chambre derrière elle. Elle s'adossa au battant, le cœur battant la chamade, tremblant de tout son corps. Sa joue la brûlait encore.
Mais ce n'était rien comparé à la douleur qui lui déchirait la poitrine. Il l'avait frappée. Après toutes les menaces, après tous les avertissements, il avait franchi la ligne. Et maintenant, elle ne pouvait plus se mentir, ne pouvait plus minimiser, ne pouvait plus espérer que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Elle devait partir. Elle le savait. Mais où aller? Comment faire? Elle n'avait pas de famille au Maroc, pas de vrais amis à qui demander asile. Retourner en France? Avec quel argent, si leur maison était hypothéquée, si Marc avait dilapidé toutes leurs économies? Ses yeux tombèrent sur le tiroir de sa table de nuit. La carte. La carte du cheikh Idriss était toujours là, cachée sous les mouchoirs. Vous n'êtes pas seul. Les mots de Lala Fatima résonnèrent dans sa tête. Claire sortit la carte, la contempla longuement. Pouvait-elle vraiment appeler cet homme qu'elle connaissait à peine? Lui demander de l'aide? N'était-ce pas trop présomptueux, trop intrusif? Mais que faire d'autre? Sa main tremblait quand elle composa le numéro sur son téléphone. Il était tard, presque minuit. Peut-être qu'il ne répondrait pas. Peut-être qu'elle tomberait sur sa messagerie et qu'elle pourrait raccrocher, faire comme si elle n'avait jamais appelé. Mais il décrocha à la 3e sonnerie. « Allô ?» Sa voix était alerte malgré l'heure tardive. Claire ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Soudain, toute la peur, toute la détresse, tout le désespoir qu'elle avait contenu depuis des mois se déversèrent en elle comme un barrage qui cède. Elle éclata en sanglots, incapable de prononcer un mot. « Madame du Vallon ?» La voix d'Idriss devint immédiatement inquiète. « C'est vous? Que se passe-t-il ?» Claire essaya de parler entre deux sanglots. « Je suis désolé. Je ne devrais pas. »« Respirez, » dit doucement Idriss. « Respirez lentement. Je suis là. » Que s'est-il passé? Claire prit une inspiration tremblante, essayant de se calmer suffisamment pour articuler. « Il m'a frappé, » dit-elle finalement dans un murmure. « Marc m'a frappé. » Le silence qui suivit fut lourd de signification. Quand Idriss reprit la parole, sa voix était contrôlée, mais Claire y perçut une colère froide. « Où êtes-vous maintenant? Êtes-vous en sécurité? » « Je suis dans la chambre. J'ai fermé à clé. Mais je ne peux pas rester ici. Je ne peux plus. Écoutez-moi attentivement, » dit Idriss avec une autorité rassurante. « Je viens vous chercher. Maintenant, préparez un sac avec vos affaires essentielles. Vos papiers, vos vêtements, tout ce qui est important. Je serai là dans 30 minutes. Pouvez-vous attendre 30 minutes ?» Claire hocha la tête avant de réaliser qu'il ne pouvait pas la voir. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je peux attendre. » « Bien, ne sortez pas de la chambre avant que je vous appelle pour vous dire que je suis devant la maison. Et si votre mari essaie de forcer la porte, vous m'appelez immédiatement. Compris? Compris. Tout va bien se passer, Madame du Vallon. Je vous le promets. » Il raccrocha et Claire resta un moment immobile, le téléphone à la main, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Elle allait partir. Elle allait vraiment quitter Marc. La peur et le soulagement se mêlaient en elle dans un cocktail émotionnel étourdissant. Elle se leva, sortit un sac de voyage du placard et commença à y jeter ses affaires essentielles. Vêtements, sous-vêtements, articles de toilette, ses papiers d'identité, son passeport, son permis de conduire, quelques photos de sa famille restée en France. Elle emballa le tout rapidement, mécaniquement, essayant de ne pas penser, de ne pas se laisser submerger par l'énormité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. En bas, elle entendait Marc bouger. Des bruits de pas lourds, une chaise renversée, puis plus rien. Peut-être s'était-il endormi. Ou peut-être attendait-il qu'elle descende pour s'expliquer, s'excuser, la supplier de lui pardonner comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, il n'y aurait pas de pardon. Cette fois, la ligne avait été franchie trop loin. Les 30 minutes parurent durer une éternité. Claire resta assise au bord du lit, son sac à ses pieds, surveillant son téléphone. À un moment, elle entendit Marc monter l'escalier, s'arrêter devant la porte de la chambre. « Claire ?» Sa voix était pâteuse, plaintive. « Claire, ouvre, il faut qu'on parle. » Elle ne répondit pas, retenant son souffle. « Claire, s'il te plaît, je suis désolé. Je ne voulais pas te faire mal. C'est l'alcool, le stress, tout ce qui m'arrive. Mais je t'aime. Tu le sais, non? Je t'aime. » Toujours aucune réponse. Elle entendit Marc essayer la poignée, découvrir qu'elle était fermée à clé. « Claire,
Ouvre cette porte. Maintenant. Le ton avait changé, redevenant menaçant. Claire serra son téléphone dans sa main, prête à appeler Idriss si Marc forçait la serrure. Mais après quelques secondes de silence, elle entendit ses pas s'éloigner, descendant lourdement l'escalier. Enfin, son téléphone vibra. Un message d'Idriss. « Je suis devant la maison ». Claire prit son sac, ouvrit doucement la porte de la chambre, tendit l'oreille. Des ronflements montaient du salon. Marc s'était endormi sur le canapé, probablement assommé par l'alcool. C'était le moment ou jamais. Elle descendit l'escalier sur la pointe des pieds, évitant soigneusement les marches qui craquaient. Dans le salon, elle aperçut Marc affalé sur le canapé, exactement comme elle l'avait imaginé. Elle ne lui jeta pas un dernier regard, ne ressentit aucun pincement au cœur. Juste un immense soulagement mêlé d'appréhension. Elle ouvrit la porte d'entrée, sortit dans la nuit. Le 4x4 noir d'Idriss était garé devant la maison, moteur tournant au ralenti. Il descendit aussitôt qu'il la vit, s'approcha d'elle, prit son sac. « Montez !» dit-il simplement, sans poser de questions, sans exiger d'explications. Claire s'installa sur le siège passager, attacha sa ceinture avec des gestes mécaniques. Idriss démarra, s'éloignant rapidement de la maison qui avait été sa prison dorée pendant 3 ans. Ce n'est qu'une fois qu'ils eurent quitté le quartier, s'enfonçant dans la nuit sur la route côtière, que Claire se permit de respirer vraiment. « Merci », murmura-t-elle, « merci d'être venu. Je ne savais pas vers qui me tourner. »« Vous avez bien fait de m'appeler », répondit Idriss, les yeux fixés sur la route. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. Claire regardait défiler le paysage nocturne, les phares du 4x4 trouant l'obscurité. Elle se sentait étrangement détachée, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement. « Chez moi », répondit Idriss. « Ma mère a préparé une chambre pour vous. Vous y serez en sécurité, je vous le garantis. » Claire hocha la tête, trop épuisée pour protester, pour se préoccuper des convenances ou de ce que les gens pourraient te penser. Tout ce qui comptait maintenant, c'était d'être loin de Marc, loin de cette maison où elle avait cru pouvoir construire une vie heureuse. Le trajet jusqu'à la propriété des Al-Khaled lui parut à la fois interminable et trop court. Quand ils franchirent le portail, Claire aperçut de la lumière aux fenêtres de la grande demeure. Malgré l'heure tardive, Lalla Fatima les attendait sur le seuil, enveloppée dans un châle brodé. « Ma pauvre enfant !» dit-elle en voyant Claire descendre de voiture, et la compassion dans sa voix fit céder les dernières défenses de Claire. Elle s'effondra dans les bras de la vieille dame, pleurant toutes les larmes qu'elle avait retenues, toute la peur, toute la honte, toute la douleur. Lalla Fatima la laissa pleurer, la serrant contre elle, murmurant des mots de réconfort en arabe que Claire ne comprenait pas, mais dont elle saisissait le sens profond. « Venez !» dit finalement Lalla Fatima, quand les sanglots de Claire se calmèrent. « Venez vous reposer. Demain est un autre jour. » Elle guida Claire à travers la maison silencieuse jusqu'à une chambre spacieuse et élégamment meublée. Un lit confortable trônait au centre, recouvert de draps blancs immaculés. Sur la table de nuit, quelqu'un avait déposé un plateau avec du thé à la menthe et des pâtisseries. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, » dit Lalla Fatima. « Ma chambre est juste au bout du couloir. Idriss dort dans l'aile opposée de la maison, donc vous n'avez pas à vous inquiéter des convenances. » Claire réalisa soudain qu'elle aurait dû penser à cela plus tôt. Elle, une femme mariée, passant la nuit sous le toit d'un homme célibataire. Dans la société marocaine traditionnelle, cela pouvait être source de scandale. Mais Lalla Fatima semblait avoir anticipé ses inquiétudes. « Ne vous en faites pas pour ce que les gens pourraient dire », ajouta-t-elle comme si elle lisait dans ses pensées. « Vous êtes sous notre protection maintenant. C'est notre devoir de vous accueillir et personne n'osera nous critiquer pour avoir rempli ce devoir. » Après le départ de Lalla Fatima, Claire resta un long moment assise au bord du lit, trop agitée pour dormir, malgré son épuisement. Elle porta une main à sa joue qui la lançait encore. Elle se leva, s'approcha du miroir accroché au mur. Une marque rouge sombre s'étalait sur sa peau pâle, témoignage indélébile de la violence de Marc. Elle se déshabilla lentement, enfila le pyjama qu'elle avait emporté et se glissa entre les draps frais.
Dans le silence de cette chambre étrangère, dans cette maison inconnue, elle aurait dû se sentir désorientée, mal à l'aise. Au lieu de cela, pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Le sommeil finit par l'emporter, lourd et sans rêve. Claire se réveilla tard le lendemain matin, désorientée. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où elle était, ce qui s'était passé. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux de dentelle, projetant des motifs délicats sur les murs blancs. On frappa doucement à la porte. « Entrez !» dit Claire, se redressant dans le lit. Une jeune femme en cafetan simple entra, portant un plateau. « Bonjour, madame !» dit-elle en français avec un sourire timide. « Lalla Fatima m'envoie vous apporter le petit déjeuner. Elle dit que vous devez prendre des forces. » Elle déposa le plateau sur le lit. Il contenait du pain frais, du beurre, plusieurs confitures, du fromage, des olives, du thé à la menthe fumant. « Merci, » dit Claire. « C'est très gentil. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je m'appelle Amina, pas la sœur du Cher, » précisa-t-elle en riant. « Une autre Amina, je suis la femme de ménage, ici. » Après son départ, Claire grignota sans grand appétit, l'estomac encore noué. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire maintenant. Appeler le lycée pour prévenir de son absence? Contacter un avocat pour entamer une procédure de divorce? Retourner à la maison récupérer plus d'affaires? Cette dernière option la glaça d'effroi. Elle ne voulait pas revoir Marc, pas maintenant, peut-être pas avant longtemps. Un autre coup à la porte la tira de ses pensées. Cette fois, c'était Lalla Fatima. « Comment vous sentez-vous ce matin, ma chère ?» demanda-t-elle en entrant. « Je ne sais pas, » avoua Claire. « Tout s'est passé si vite, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Ou plutôt que vous vous réveillez d'un cauchemar, » corrigea doucement Lalla Fatima. Elle s'assit au bord du lit, prit la main de Claire dans la sienne. « Mon fils voudrait vous parler, si vous vous sentez prête. Il a quelque chose d'important à vous dire. » Claire hocha la tête. Lalla Fatima sortit, et quelques instants plus tard, Idriss entra. Il portait une tenue plus décontractée que d'habitude, un pantalon en lin beige et une chemise blanche simple. Ses traits étaient tirés, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi, lui non plus. « Madame du Vallon, » dit-il, en restant près de la porte, respectant son espace. « Comment allez-vous ?»« Mieux, » dit Claire. « Grâce à vous et votre mère, je ne sais comment vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier. » Il marqua une pause, sembla hésiter. « J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que vous devez savoir concernant votre mari. » Claire sentit son cœur se serrer. Qu'avait-il découvert? De quoi s'agit-il? Idriss s'avança, s'assit sur la chaise près de la fenêtre, maintenant une distance respectueuse. Après notre dîner de l'autre semaine, j'ai fait effectuer quelques vérifications sur le projet de Monsieur du Vallon. Des vérifications approfondies. Quel genre de vérifications? Financières, principalement, et légales. Il la regarda droit dans les yeux. « Madame du Vallon, votre mari n'a pas simplement un projet touristique qui rencontre des difficultés. Il a monté une opération frauduleuse impliquant de fausses promesses aux investisseurs, des manipulations des études d'impact environnemental et des pots de vin à plusieurs fonctionnaires. » Claire sentit le sol se dérober sous elle. Frauduleuse? Marc était impliqué dans des activités illégales? Comment savez-vous tout ça? J'ai mes contacts, dit simplement Idriss. Et quand quelque chose me paraît suspect, j'ai appris à creuser. Les chiffres ne correspondaient pas. Les promesses faites aux autorités locales n'étaient pas tenables. J'ai fait examiner les documents par des experts. Les conclusions sont sans appel. Il sortit une enveloppe de sa poche, la tendit à Claire. Voici des copies de certains documents. Je pense que vous devriez les voir. Claire prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, en sortit plusieurs feuilles, des contrats, des relevés bancaires, des expertises. Elle n'était pas experte en finance, mais même à son œil non averti, les irrégularités sautaient aux yeux. Des montants qui ne concordaient pas, des signatures suspectes, des promesses impossibles à tenir. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Depuis combien de temps ? D'après ce que nous avons pu reconstituer, depuis le début du projet, peut-être même avant. »
Claire leva les yeux vers Idriss, et soudain, tout devenait clair. Le stress constant de Marc, sa paranoïa, ses excès de colère. Ce n'était pas seulement dû aux difficultés du projet, mais à la peur d'être découvert. « Qu'allez-vous faire de ces informations ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Cela dépend en partie de vous, » répondit Idriss. « Je peux les transmettre aux autorités compétentes. Votre mari sera arrêté, jugé. Il risque plusieurs années de prison. Ou vous pouvez utiliser ces informations comme levier pour obtenir ce dont vous avez besoin. Un divorce rapide, une séparation à vos conditions. » Claire fixa les documents dans ses mains. Une partie d'elle était horrifiée par ce qu'elle découvrait, par l'ampleur de la trahison. Marc ne lui avait pas seulement caché ses activités frauduleuses, il les avait exposées tous les deux à des risques légaux considérables. « Je veux divorcer », dit-elle fermement. « Mais je ne veux pas être complice de silence sur ces fraudes. Si Marc a enfreint la loi, il doit en répondre. » Idriss hocha la tête, une lueur de respect dans les yeux. « C'est ce que j'espérais vous entendre dire. Je vais donc transmettre ces informations aux autorités. Cela vous donnera également une protection légale. Vous serez considéré comme victime et non comme complice. Et si Marc, s'il essaie de me retrouver, de me faire du mal, il ne vous fera aucun mal, dit Idriss d'une voix ferme. Vous avez ma parole. Vous êtes sous ma protection maintenant. » Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon d'activités. Idriss mit Claire en contact avec un excellent avocat spécialisé en droit de la famille, qui entama immédiatement les procédures de divorce. Parallèlement, les preuves de la fraude de Marc furent transmises à la police et au parquet. L'arrestation de Marc eut lieu une semaine après le départ de Claire. Il fut appréhendé alors qu'il tentait de quitter le pays avec des documents falsifiés. L'affaire fit grand bruit dans la région, et Claire dut affronter quelques jours difficiles où les journalistes tentèrent de l'interroger, de connaître sa version des faits. Mais Idriss et sa famille formèrent un bouclier protecteur autour d'elle. Elle resta à la propriété des Al-Khaled, travaillant à distance avec le lycée qui lui accorda un congé exceptionnel pour gérer cette situation difficile. Au fil des semaines, Claire découvrit une nouvelle routine. Les matins, elle prenait le petit déjeuner avec Lalla Fatima dans le patio, discutant de tout et de rien. Les après-midi, elle lisait dans le jardin magnifique de la propriété, retrouvant lentement le goût des choses simples. Les soirs, Idriss rentrait de ses occupations quotidiennes et ils dînaient ensemble, lui, sa mère, parfois sa sœur Amina. Claire apprenait à connaître cet homme qui l'avait sauvée. Elle découvrait sa sagesse, son sens de l'humour discret, sa profonde connexion avec sa terre et sa communauté. Il lui racontait l'histoire de sa famille, les traditions ancestrales qu'il s'efforçait de préserver tout en modernisant certaines pratiques. Elle parlait de sa passion pour la littérature, de ses élèves qu'elle regrettait, de ses rêves d'enfant qu'elle avait oubliés en cours de route. Leur relation évoluait lentement, prudemment. Des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps, des mains qui se frôlaient par accident lors d'un passage de plat, des conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit, sous les étoiles du patio. Lalla Fatima observait tout cela avec un sourire entendu, mais ne disait rien. Elle savait que certaines choses ne pouvaient être précipitées, qu'elles devaient mûrir naturellement. Le procès de Marc dura 3 mois. Claire dut témoigner, raconter ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vécu. Ce fut une épreuve difficile. Mais Idriss l'accompagna au tribunal chaque jour, une présence silencieuse mais rassurante à ses côtés. Marc fut condamné à 6 ans de prison ferme pour fraude, corruption et diverses infractions financières. Quand le verdict tomba, Claire ne ressentit ni joie ni tristesse, juste un immense soulagement. Ce chapitre de sa vie était enfin clos. Le divorce fut prononcé 2 semaines plus tard. Claire était officiellement libre, bien que cette liberté vienne avec un prix. Leur maison de Paris fut saisie pour rembourser les créanciers et elle se retrouva avec peu d'économies personnelles. Mais elle avait son travail, sa santé et surtout, elle avait retrouvé sa dignité. Un soir, 3 mois après son arrivée chez les Al-Khaled, Claire annonça qu'elle avait trouvé un petit appartement à louer près du lycée.
Il était temps qu'elle reprenne sa vie en main, qu'elle cesse d'imposer sa présence à cette famille qui l'avait si généreusement accueillie. Lalla Fatima protesta vigoureusement. « Vous n'êtes aucunement un fardeau, ma fille. Vous faites partie de notre famille maintenant. » Mais Claire insista. Aussi reconnaissante soit-elle, elle avait besoin de retrouver son indépendance, de prouver à elle-même qu'elle pouvait se tenir debout seule. Le jour de son déménagement, Idriss l'aida à transporter ses affaires dans son nouvel appartement. C'était un 2 pièces modeste mais lumineux, au 3e étage d'un immeuble récent. De la fenêtre du salon, on apercevait l'océan. « C'est parfait », dit Claire en regardant autour d'elle. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Idriss, debout près de la porte, semblait vouloir dire quelque chose, mais hésitait. Claire le remarqua, s'approcha de lui. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle doucement. Il la regarda longuement, et dans ses yeux, Claire vit quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité, une incertitude qui contrastait avec son assurance habituelle. « Claire » dit-il, l'appelant par son prénom pour la première fois. « Je sais que le moment est peut-être mal choisi. Vous sortez à peine d'une épreuve difficile, vous avez besoin de temps pour vous reconstruire. Mais je ne peux pas continuer à faire comme si je ne ressentais rien. » Le cœur de Claire se mit à battre plus fort. « Idriss, laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il prit une profonde inspiration. « Depuis le soir où je vous ai rencontré, quelque chose en moi a changé. Au début, je pensais que c'était juste de la compassion, un désir de protéger quelqu'un en danger. Mais au fil des semaines, j'ai réalisé que c'était bien plus que ça. » Il s'approcha d'elle, lentement, lui laissant tout le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Claire ne bougea pas. « Je sais que nos cultures sont différentes, que nos mondes sont différents. Je sais aussi que vous avez été blessée, que la dernière chose dont vous avez besoin est qu'un homme complique encore votre vie. Mais je devais vous dire la vérité. Je tiens à vous, Claire, profondément. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'espoir. « Idriss, » murmura-t-elle, « moi aussi, je tiens à vous. Je ne sais pas quand c'est arrivé, je ne sais pas comment. Mais quelque part entre vos dîners en famille, nos conversations sous les étoiles, votre présence rassurante au tribunal, je suis tombée amoureuse de vous. » Le visage d'Idriss s'illumina d'un sourire qu'elle ne lui avait jamais vu, un sourire d'une joie pure et sans retenue. Il leva une main, caressa doucement sa joue, celle qui avait porté la marque de la violence de Marc et qui avait depuis guéri. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il, respectueux même dans ce moment d'intimité. Pour toute réponse, Claire se dressa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut doux, tendre, empli de toutes les émotions qu'ils avaient contenues pendant des mois. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Nous allons prendre notre temps, » dit Idriss. « Pas de précipitation, pas de pression. Nous apprendrons à nous connaître vraiment, à construire quelque chose de solide. » « C'est exactement ce que je veux, » dit Claire. Les mois suivants furent une période de découverte et de reconstruction pour Claire. Elle reprit son poste au lycée, retrouvant avec bonheur ses élèves qui l'accueillirent avec une chaleur touchante. Le club de lecture qu'elle animait doubla en nombre de participants, et elle se sentit de nouveau utile, accomplie. Parallèlement, sa relation avec Idriss s'approfondissait lentement mais sûrement. Ils se voyaient régulièrement, dînaient ensemble, se promenaient sur la plage au coucher du soleil. Idriss lui fit découvrir des coins secrets de la région, des villages perchés dans les montagnes, des oasis cachées où le temps semblait s'être arrêté. Il lui présenta les membres de sa tribu, lui expliqua les traditions, les codes d'honneur qui régissaient leur communauté. Claire, fascinée, posait 1000 questions, voulait tout comprendre. Elle apprenait quelques mots d'arabe, goûtait des plats traditionnels, participait aux célébrations familiales. Lalla Fatima, ravie de voir son fils si heureux, prit Claire sous son aile, lui enseignant les recettes familiales, lui racontant l'histoire de leur lignée. Une vraie complicité se développa entre les deux femmes, transcendant les différences d'âge et de culture. 6 mois après son divorce, Claire reçut une proposition inattendue. Le proviseur du lycée lui offrit le poste de directrice du département de littérature.
avec une augmentation substantielle de salaire. C'était une reconnaissance de son travail, de son engagement, et Claire accepta avec fierté. Ce soir-là, elle invita Idriss à dîner dans son appartement pour célébrer. Elle avait cuisiné elle-même, suivant les instructions de Lalla Fatima pour préparer un tagine d'agneau aux abricots. Le résultat n'était pas parfait, mais Idriss s'extasia comme si c'était un festin royal. Après le dîner, ils s'installèrent sur le petit balcon de l'appartement, contemplant l'océan sous la lune presque pleine. Un silence confortable s'installa entre eux, ce genre de silence qui n'existe qu'entre deux personnes parfaitement à l'aise, l'une avec l'autre. « Claire, » dit finalement Idriss, prenant sa main dans la sienne, « j'ai quelque chose à vous demander. » Claire se tourna vers lui, intriguée par le sérieux de son ton. « Je sais que nous avons dit que nous prendrions notre temps, et nous l'avons fait. Mais je pense que le moment est venu de regarder vers l'avenir, notre avenir. » Paul se leva, l'invitant à faire de même, puis prit ses deux mains dans les siennes. « Claire du Vallon, voudriez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme ?» Claire sentit son cœur exploser de joie. Elle avait espéré ce moment, rêvé de ce moment, mais une partie d'elle n'osait y croire vraiment. « Idriss, » dit-elle, les larmes ruisselant librement sur son visage. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent, sous les étoiles. L'océan témoin de leur engagement, et Claire sut avec une certitude absolue qu'elle avait enfin trouvé sa place. Non pas en s'adaptant à un moule qui ne lui convenait pas, mais en construisant un espace nouveau. Un espace où elle pouvait être pleinement elle-même, tout en partageant sa vie avec quelqu'un qui la respectait, l'admirait, l'aimait pour ce qu'elle était. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, en septembre, quand la chaleur de l'été commençait à s'adoucir. Ce fut une cérémonie magnifique qui mêlait tradition marocaine et touche française. Claire porta un cafetan blanc brodé d'or le matin pour la cérémonie traditionnelle à la maison des Al-Khaled, puis une robe blanche occidentale pour la réception de l'après-midi. Toute la communauté était présente, ainsi que les collègues de Claire du lycée, ses élèves, et même quelques amis venus de France pour l'occasion. La propriété des Al-Khaled avait été transformée en un jardin féerique, avec des lanternes suspendues partout, des tapis précieux étalés sur le sol, des tables chargées de mets délicieux. Lalla Fatima pleurait de joie en voyant son fils épouser cette femme qu'elle considérait déjà comme sa fille. Amina, la sœur d'Idriss, avait organisé tout le mariage avec une efficacité remarquable, s'assurant que chaque détail était parfait. Quand Idriss et Claire échangèrent leurs vœux, debout face à face dans le patio décoré de roses blanches, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Ils parlèrent de respect, de confiance, d'amour né dans l'adversité mais nourri par la patience et la compréhension mutuelle. « Je promets, » dit Idriss, sa voix ferme malgré l'émotion, « de te protéger, de te respecter, de t'honorer tous les jours de ma vie. Je promets de te soutenir dans tes rêves, de célébrer tes succès, de te consoler dans tes peines. Je promets d'être ton partenaire, ton ami, ton amour. Je promets, » répondit Claire, sa voix tremblant légèrement, « de t'aimer avec tout ce que je suis, de respecter tes traditions tout en préservant mon identité, de construire avec toi un foyer où nos deux cultures pourront s'épanouir. Je promets de marcher à tes côtés, ni devant ni derrière, mais à tes côtés, comme ton égal. » Ils scellèrent leur promesse par un baiser, et l'assistance éclata en applaudissements et you-you joyeux. La fête se prolongea jusqu'au petit matin, entre musique traditionnelle et moderne, danse, rire et toast. Claire, rayonnante dans sa robe blanche, dansait avec Idriss, avec Lalla Fatima, avec ses élèves, avec quiconque voulait partager sa joie. À un moment de la soirée, elle se retrouva seule, quelques instants sur la terrasse dominant le jardin illuminé. Elle contemplait la scène, tous ces gens venus célébrer leur union, cette famille qui était devenue la sienne, cet homme qui était devenu son mari. « Heureuse ?» demanda une voix derrière elle. Elle se retourna. Idriss l'avait rejointe, 2 coupes de jus de grenade à la main. Il lui en tendit une. « Plus que je ne l'ai jamais été », répondit-elle sincèrement. « Qui aurait cru, il y a 1 an, que ma vie prendrait un tel tournant ? Le destin, » dit Idriss avec un sourire.
Ou peut-être simplement le courage. Ton courage de partir, de te reconstruire, d'oser aimer de nouveau. Notre courage, corrigea Claire. Ton courage d'intervenir ce soir-là, de m'offrir ta protection, de prendre le risque de m'aimer malgré toutes les complications que cela impliquait. Ils trinquèrent, leurs regards plongés l'un dans l'autre. À nous, dit Idriss. À notre avenir, ajouta Claire. 1 an plus tard, Claire se tenait exactement au même endroit, sur cette terrasse de la propriété des Al-Khaled, qui était maintenant aussi sa maison. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Dans ses bras, elle berçait doucement un nouveau-né, une petite fille aux yeux sombres et aux cheveux noirs qui dormait paisiblement. « Lila », murmura-t-elle, caressant la joue douce du bébé. « Ma petite Lila ». Le prénom avait été choisi avec soin. Lila, qui signifiait « nuit » en arabe, mais aussi Lila en français, symbolisant parfaitement l'union de leurs 2 cultures. Idriss la rejoignit, passa un bras autour de ses épaules, contemplant leur fille avec une tendresse infinie. « Elle est parfaite, dit-il, comme sa mère. » Claire sourit, appuya sa tête contre l'épaule de son mari. De là où elle se tenait, elle pouvait voir l'océan au loin, ce même océan qu'elle regardait de la fenêtre de son ancienne prison, rêvant de liberté sans oser y croire vraiment. Maintenant, cette liberté était sienne. Elle l'avait conquise, non pas en fuyant, mais en osant affronter ses peurs, en osant partir, en osant recommencer. Elle avait trouvé non seulement la liberté, mais aussi l'amour, le respect, une famille, une communauté, un but. « À quoi penses-tu » demanda Idriss. « Je pense à quel point la vie est imprévisible, » répondit Claire. « Il y a 2 ans, j'étais dans le noir, perdu, effrayé. Aujourd'hui, je suis ici, avec toi, avec notre fille, entouré de gens qui m'aiment. C'est presque trop beau pour être vrai. »« C'est vrai pourtant, » dit Idriss en l'embrassant sur le front. « Et ce n'est que le début. » Claire ferma les yeux, respirant profondément l'air salin qui montait de l'océan. Oui, ce n'était que le début. Le début d'une vie qu'elle avait choisie, construite, méritée. Une vie née du chaos mais guidée par le respect, la confiance et un amour qui s'étaient construits dans les silences partagés, dans les épreuves surmontées, dans le courage de 2 êtres qui avaient osé franchir les barrières culturelles et sociales pour se rejoindre. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances roses et orangées. Claire pensa à ses élèves qu'elle retrouverait lundi à ses cours de littérature où elle parlait de destin, d'amour, de rédemption. Maintenant, elle avait sa propre histoire à raconter, même si elle la gardait pour elle. Une histoire qui prouvait que même dans les moments les plus sombres, l'espoir existe, que le courage de partir peut mener vers quelque chose de magnifique, que l'amour véritable existe, patient et respectueux. Lila remua dans ses bras, ouvrit ses grands yeux sombres, et Claire lui sourit. « Bienvenue dans ce monde, ma chérie, » murmura-t-elle. « Un monde qui n'est pas toujours facile, mais qui vaut la peine d'être vécu. » Idriss resserra son étreinte autour d'elle, sa femme et sa fille, et dans ce moment parfait, sur cette terrasse dominant la mer de Sidi Mahrez, ils formaient le tableau d'une famille unie par l'amour et la résilience. Claire regarda une dernière fois l'océan, cet océan qui avait été témoin de sa transformation, et sut, avec une certitude absolue, qu'elle était exactement là où elle devait être. Elle avait choisi de rester au Maroc, choisi de construire une vie nouvelle, choisi l'amour plutôt que la peur. Et c'était le plus beau choix qu'elle ait jamais fait.